Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence intitulée IA et ROI de l'identification du projet au calcul de la rentabilité. Donc, je m'appelle Jean, je suis l'un des deux cofondateurs de la société Galadream. Donc, Galadream, c'est une société qui conçoit et développe des applications web mobiles et des solutions d'intelligence artificielle sur mesure. Donc on fait différents types de produits, ça peut être des ERP sur mesure, des sites e-commerce, des applications mobiles et des solutions d'IA. On a trois composantes dans notre accompagnement. Donc tout d'abord la partie produit et design. On a des product managers qui vont identifier le besoin des clients, des designers qui réalisent les maquettes graphiques des applications et des ingénieurs qui sont là pour étudier la faisabilité technique des solutions sur mesure qu'on conçoit. Et ensuite, une fois cette identification des problèmes et cette conception faite, on passe au développement avec des ingénieurs et notamment avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc ça peut être de l'IA générative, mais aussi par exemple de la computer vision ou des algorithmes de prévision. En quelques chiffres, Galadream, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. La société a 9 ans. Elle a fait à peu près 50% de croissance chaque année. On a 150 collaborateurs, principalement à Paris, mais aussi à Lyon, Nantes et Madrid. Et on a accompagné à peu près 800 entreprises depuis notre création. Donc, avant de rentrer dans le détail des cas d'usage qu'on a pu traiter chez Galadream, un des sujets de cette conférence, c'est comment identifier des cas d'usage chez vous de l'IA. Et pour cela, c'est important de bien connaître les capacités de l'IA pour avoir des idées. Et donc là, je vais vous faire un brief récapitulatif de quelques capacités qu'il me semble intéressantes de connaître. Donc tout d'abord, on a la partie chatbot et raisonnement que vous connaissez sûrement tous, avec des outils comme Claude de la société Anthropic, Gemini de Google ou encore ChatGPT de OpenAI. Et ici, un point qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que ces sociétés, elles proposent plusieurs modèles, souvent un modèle très avancé de raisonnement. Par exemple, Claude, c'est le modèle Opus. Et ensuite, un modèle plus rapide, mais un peu moins performant, comme par exemple pour Claude, le modèle Sonnet. Et de la même façon, pour Gemini, vous allez avoir Gemini 3.1 Pro, qui est le meilleur modèle, et Gemini 3.1 Flash, qui est un peu plus rapide, mais un peu moins performant. Et donc, je vous recommande de tester les modèles les plus performants. Donc, en général, il faut sélectionner ça sur l'interface des chatbots pour que vous ayez vraiment une vision de ce dont quoi les modèles sont capables à l'état de l'art. En général, parfois, il faut un abonnement payant. Par exemple, pour Claude, c'est 18 € par mois. Mais selon moi, ça vaut vraiment le coup. Une fonctionnalité intéressante, c'est la Deep Research, proposée notamment par Gemini et ChatGPT. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va permettre de générer des rapports entre 10 et 20 pages sur des sujets variés, par exemple une étude de marché. Et les outils d'IA vont aller chercher sur Internet différentes sources. Donc ils peuvent traiter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sources. Et ça prend environ 10 à une dizaine de minutes pour générer ces rapports. Vous pouvez aussi donner vos propres données à ces outils pour qu'ils fassent des rapports. Donc, par exemple, si vous avez un projet que vous suivez depuis plusieurs années avec des milliers d'échanges de mails ou des dizaines ou des centaines, vous pouvez lui donner accès à votre boîte mail et il va faire un rapport complet sur le suivi du projet depuis le début. Un autre cas d'usage très impressionnant, c'est la génération d'images et de vidéos. Et ce qui est particulier ces derniers mois, c'est que maintenant on a des modèles qui gardent la cohérence en générant une image. Donc par exemple, vous pouvez prendre une photo d'une pièce et demander au modèle de rajouter des éléments de décoration. Et en fait, il va garder la cohérence de la pièce d'une image à l'autre. Donc vous pouvez vraiment faire de l'édition d'images très avancée. Et il y a aussi de la génération de vidéos à partir de textes ou à partir d'une image qui va être animée. Donc ça a notamment des grosses applications en e-commerce B2B et B2C. Un quatrième cas d'usage, c'est le live. Donc ça, vous connaissez peut-être. Par exemple, sur l'application Gemini, vous pouvez activer votre caméra et parler à l'agent et il voit en fait ce que vous voyez autour de vous et il vous répond. Donc vous pouvez lui poser des questions sur les objets autour de vous, lui demander des conseils. Donc c'est vraiment un assistant à votre disposition qui répond en temps réel. Et le dernier point, un peu plus technique, c'est sur le développement d'applications. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il existe des outils comme Lovable, Bolt ou Replit, qui sont capables, à partir de quelques phrases, de générer une application web, donc un site internet ou un outil interne, sans avoir besoin de savoir coder. Et donc ça peut être utile, par exemple, si vous souhaitez développer un petit dashboard à destination de votre équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent utile pour des prototypes et ensuite pour un usage plus robuste
parfois vous allez devoir faire appel à un prestataire, mais c'est quand même très efficace, donc je vous invite à tester ces outils. Donc maintenant qu'on a fait le tour de quelques cas d'usage de l'IA que vous pouvez utiliser au quotidien vous-même directement, je voulais vous parler des cas d'usage plus professionnels qu'on a rencontrés chez Galadream. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une trentaine de cas de nos clients et je les ai catégorisés en 5 catégories. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille avec tout type de secteur, la santé, l'immobilier, l'e-commerce, la finance, etc. Donc c'est assez représentatif des demandes des entreprises. Donc le premier cas d'usage, c'est la rédaction et l'analyse de documents complexes. Donc on a par exemple travaillé avec une société qui s'appelle Exanote, qui fait des procès-verbaux lors de réunions, par exemple pour des représentants du personnel, qui peuvent être assez tendus, donc il y a certaines règles à respecter. Et donc la solution d'Exanote, elle prend un fichier audio et elle va générer le compte-rendu, le PV, automatiquement. Donc ça, c'est de la rédaction documentaire. On a aussi des projets d'analyse documentaire. Par exemple, on a un cabinet d'expertise de santé, d'expertise médicale, pour qui on a développé un outil qui va résumer des dossiers médicaux qui font plus de 1000 pages, donc c'est des comptes rendus de rendez-vous médicaux. En général, ils font appel à des opérateurs humains qui passent à peu près 5 heures par dossier pour faire le résumé. Et ensuite, ce dossier est traité en une demi-heure par un expert médical. Et donc là, l'IA, elle automatise la première partie qui est la plus chronophage. Le deuxième cas d'usage, c'est les agents conversationnels et les moteurs de recherche sémantique. Donc ici, par exemple, on a développé un moteur de recherche intelligent pour un grand cabinet d'avocats parisien. On peut par exemple lui demander récupère-moi les clauses de responsabilité limitée de mes contrats. Et là, l'IA va afficher les différentes clauses et on peut cliquer et voir le détail sur le contrat pour avoir le contexte. Le troisième cas d'usage, c'est la vision par ordinateur et analyse vidéo. Un exemple ici qu'on voit sur l'image, c'est pour le luxe. On filme en fait des personnes qui vont s'appliquer des produits de beauté et on va analyser les gestes et les quantifier. Et en général, moins il y a de gestes qui sont utilisés pour l'application du produit, plus on considère que le produit est facile à utiliser et qualitatif. Un autre usage, par exemple, c'est la détection de vol dans des boutiques autonomes. Le quatrième cas d'usage, c'est le seul cas d'usage qui n'est pas une catégorie d'utilisation de l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est des modèles très généraux qui sont capables de faire plein de tâches, mais on a aussi des modèles d'apprentissage automatique qui sont plus spécialisés, par exemple pour faire de la prédiction. Donc on a par exemple implémenté un modèle de prévision d'affluence dans les restaurants, de consommation dans les cantines pour réduire le gaspillage alimentaire ou encore pour prévoir les fuites d'eau. Et il y a aussi des algorithmes d'optimisation opérationnelle, par exemple optimiser des plannings pour différentes entreprises. Et enfin, le dernier cas qu'on a aussi beaucoup rencontré, c'est les automatisations e-commerce. Donc là, c'est par exemple... alors j'ai un petit souci pour passer les slides. Ouais, c'est bon. Donc ici, par exemple, on a une marketplace qui a des fiches techniques et l'IA, elle va extraire les informations automatiquement et les publier sur la marketplace. Et on va maintenant rentrer plus en détail sur un cas d'usage e-commerce qui est celui de showroom privé. Donc showroom privé, c'est le numéro 2 de la vente événementielle en Europe et ils font face à un contexte qui est difficile avec la concurrence de l'ultra fast fashion chinoise, avec le développement des plateformes de seconde main comme Vinted et aussi le fait que les marques ont de moins en moins envie de passer par des intermédiaires pour vendre leurs produits. Et ils ont une problématique chez eux qui est la génération de fiches produits. Donc ils génèrent plus de 400 000 fiches produits par an. Et donc à l'époque où on a commencé le projet, ils avaient une trentaine de personnes à temps plein qui s'occupaient de la rédaction de ces fiches produits, majoritairement des prestataires externes avec un fort turnover. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est une application web qui va prendre en entrée les photos du produit et son listing avec ses caractéristiques, la taille, la couleur, etc. et qui va générer une description de ce produit. Donc bien sûr, le premier impact du développement de cette solution, c'est la réduction de la taille de l'équipe, donc qui a été divisée par 4. Mais donc c'était uniquement des prestataires externes. Et ça libère aussi du temps pour les collaborateurs internes qui peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais on a aussi d'autres bénéfices au-delà de la réduction des coûts.
Donc tout d'abord, on accélère le time to market. Comme les produits sont mis en ligne plus rapidement, ils peuvent générer du chiffre plus vite. Ensuite, un point qui est intéressant, c'est qu'on améliore la qualité des descriptions. Donc si vous voyez par exemple ici, on a une robe patineuse en broderie anglaise et des galons à l'encolure et à la taille volant sur les manches et à la base. Donc c'est quand même assez technique, et un opérateur humain qui traite des centaines de produits différents, c'est pas évident pour lui d'être aussi précis, et c'est là où l'IA, elle va apporter de la valeur aux clients qui sont intéressés par ce produit. Et enfin, on a aussi la possibilité d'adopter le ton de la communication, c'est-à-dire qu'ici on génère une description pour le site internet, mais on génère aussi des variantes avec un ton un peu plus marketing, par exemple sur les réseaux sociaux. Et l'IA, elle excelle pour générer du contenu sous différents formats de façon automatique. Maintenant qu'on a vu des facteurs de ROI dans le cas de showroom privé, on va essayer d'être un peu plus générique. Et donc là, je vous liste quelques exemples quand vous essayez d'évaluer le ROI d'un projet. Donc tout d'abord, on a les gains d'efficience. Donc bien sûr, il y a la libération du temps homme. Donc ça, vous allez mesurer en prenant le coût horaire super brut d'un salarié pour économiser, pour calculer vos économies. Mais on a aussi d'autres facteurs, par exemple, le fait qu'on augmente la réactivité. Les modèles d'IA, ils tournent en continu et surtout, ils peuvent faire autant de tâches en parallèle que vous le souhaitez. Et donc, ils peuvent traiter, par exemple, 10 tâches en même temps. Donc c'est une augmentation de la réactivité qui peut avoir un impact assez important pour votre activité. Il y a aussi une réduction des erreurs parce que sur beaucoup de tâches, les modèles d'IA font moins d'erreurs que des opérateurs humains. Et enfin, on a la réduction de consommation de ressources physiques. Donc par exemple, quand on optimise la tournée de camions, on va réduire la consommation de carburant. Et il y a un deuxième volet sur l'impact, sur les facteurs de ROI, c'est les leviers de croissance. Donc bien sûr l'amélioration de la qualité, comme on a pu le voir dans l'exemple de génération des descriptions de showroom privé. On peut aussi utiliser l'IA pour acquérir de nouveaux prospects et pour augmenter la conversion en générant du contenu qui est vraiment spécifique à chaque utilisateur, ou aussi faire du cross-sell, de l'upsell dans tout ce qui est e-commerce. Et on a aussi beaucoup de clients qui ne vont pas regarder l'économie en coût, mais plutôt la capacité à mieux supporter la charge grâce à l'IA, à gagner en scalabilité. Donc par exemple, si vous pensez que vous avez une activité qui va fortement croître dans les mois et années à venir, le fait d'avoir automatisé une partie des tâches avec de l'IA fait que vous savez que de façon automatique, si vous avez plus de demandes, l'IA va répondre de façon automatique et donc vous n'avez pas ce souci d'avoir un plan pour gérer cette charge. Et enfin, le dernier point qu'on a déjà vu avec l'exemple de showroom privé, c'est aussi accélérer la mise en marché. On va passer maintenant au deuxième cas d'usage dont je voulais vous parler, qui est celui du groupe Guillain. Donc le groupe Guillain, c'est le leader européen des emballages alimentaires en plastique, en carton et dans d'autres matériaux. Donc ce que vous voyez ici sur la photo, c'est un emballage en plastique avec un délicieux gâteau. Et donc dans ce projet, on a aidé les commerciaux à se concentrer sur le relationnel et le dialogue avec le client. Et on a développé pour eux un outil, une application mobile qui, à partir de la photo d'un produit, va donner des informations sur le produit, donc la fiche technique, ainsi que sa disponibilité et son prix. L'intérêt ici, c'est que Groupe Guillain a plus de 25 000 produits dans son catalogue. Donc pour un commercial, c'est extrêmement difficile de connaître par cœur, c'est impossible de connaître par cœur toutes les caractéristiques du produit. Donc cette application mobile, elle permet d'obtenir instantanément les informations. Elle permet aussi de prendre en photo un produit concurrent et de voir tout de suite quels sont les produits similaires qui pourraient être compétitifs. Et ça permet aussi d'automatiser les relevés de rayons pour faire du réassort quand on fait des visites de clients. Maintenant qu'on a vu un certain nombre de cas d'usage intéressants, une question qu'on peut se poser, c'est quelle infrastructure mettre en place pour avoir ces systèmes d'IA. Et ici, on a un arbitrage à faire entre souveraineté, prix et performance. Et je vais essayer de vous donner quelques clés pour prendre des décisions à ce sujet. Donc ici, ce qu'on voit sur l'écran, c'est un classement qui est issu du site LLM Arena. Donc c'est un site qui classe les différents LLM, les différents modèles de LLM. Donc c'est des humains qui votent en fait en voyant les outputs de différents LLM en fonction d'une question. Donc c'est un petit peu biaisé puisque c'est une évaluation humaine qui n'est pas totalement objective. Mais comme c'est fait sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de tests, c'est quand même intéressant et assez représentatif de la performance des modèles. Donc ici, ce qu'on observe,
c'est que le top 50 ne comporte que des modèles américains ou chinois. Donc les entreprises américaines, c'est Anthropic, Google, OpenAI et XAI. Et on a aussi beaucoup d'acteurs chinois, par exemple DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, Zipuu AI, Baidu ou encore ByteDance. La question que vous vous posez sûrement, c'est où sont les modèles européens? Et donc on a Mistral, le modèle Mistral Large 3, qui est classé 64e, ce qui est quand même une performance intéressante. Globalement, cette position dans le classement, ça correspond aux mêmes performances que les meilleurs modèles américains d'il y a un an. Donc ce n'est pas un retard qui est énorme non plus, puisque les modèles d'il y a un an étaient déjà quand même assez performants. Un autre point intéressant ici, c'est que le meilleur modèle accessible sur un hébergeur européen via API, c'est un modèle chinois qui s'appelle Qwen 3.5 et qui est issu de la société Alibaba. Et il est classé 26e. Et en fait, vous y avez accès en self-service grâce à Scaleway, qui est un hébergeur français. Donc ça veut dire que vous avez quand même accès à un modèle qui a une bonne performance sur un hébergeur européen où vous êtes sûr que vos données ne partiront pas aux États-Unis, par exemple. Donc on va passer maintenant à la slide suivante. Et donc je voulais vous parler des hébergeurs américains. Donc si vous souhaitez vraiment avoir les meilleures performances, vous allez devoir utiliser les modèles américains et donc passer par un hébergeur cloud américain. Cependant, vos données peuvent être hébergées en Europe. Par exemple, chez Microsoft Azure, vous bénéficiez d'une excellente protection réseau et d'une bonne gestion des accès. Les données ne servent pas au réentraînement des modèles. Vous avez accès à un accès privilégié au modèle d'OpenAI et vous bénéficiez de l'intégration avec tout l'écosystème Microsoft. Peut-être que certaines de vos entreprises sont déjà dans cet écosystème. Donc c'est quand même assez intéressant. Cependant, il faut retenir que les hébergeurs américains ils sont soumis au Cloud Act, c'est-à-dire que le gouvernement américain, théoriquement, a le droit de demander l'accès à vos données, même si c'est peu probable, c'est un risque à avoir en tête. Donc on va maintenant faire un petit récapitulatif des principales options qu'on peut avoir, même si bien sûr chaque cas est particulier. Donc si vous voulez les meilleurs modèles, vous devez prendre un hébergeur américain avec un modèle américain qui sera à l'état de l'art. Donc les meilleurs modèles actuellement, c'est Claude avec Opus et Google avec Gemini 3.1 Pro. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des API. Donc petit aparté technique, API ça veut dire Application Programming Interface. C'est le tuyau en fait qui fait le lien entre un service externe et votre application. Donc on a des API pour tout type de service. Par exemple, il y a des API pour envoyer des SMS. Vous envoyez votre numéro de téléphone et le message et l'API va envoyer un SMS. Vous avez des API de paiement. Vous envoyez vos coordonnées bancaires et ça génère un paiement. Et vous avez des API de LLM. Vous faites un appel au serveur, par exemple, de Google en lui donnant du texte ou une image et il va vous renvoyer le texte ou l'image qui répond à votre question. Et là, l'intérêt, c'est qu'un appel API, donc une action, en ordre de grandeur, c'est 1 centime. Donc, en fait, vous pouvez lancer des projets LLM vraiment pour des coûts dérisoires en ce qui concerne les appels API. Et c'est totalement scalable, c'est-à-dire que si vous faites 10 000 fois plus d'appels parce que vous montez en charge, les serveurs d'hébergement cloud vont automatiquement s'adapter à la charge et il n'y a aucun travail de maintenance ou de gestion à faire de votre côté. On peut aussi avoir ça avec des hébergeurs français. Mais si vous voulez avoir des bonnes performances, il faudra utiliser un modèle chinois. Mais les hébergeurs français proposent des modèles chinois qui sont en fait les meilleurs modèles open source du marché. Et c'est globalement là le modèle chinois qui est disponible en France, donc notamment sur Scaleway, qui est un hébergeur français. Il a à peu près des performances équivalentes au meilleur modèle américain d'il y a 9 mois. Donc c'est plutôt assez qualitatif. Et de la même façon, vous avez une API scalable. Et enfin, si vraiment vous voulez être 100% français, là vous allez devoir utiliser un modèle de Mistral, donc un modèle français, qui a un peu plus de retard. Et le problème, c'est qu'il n'est pas disponible en API sur les hébergeurs européens. Donc là, vous allez devoir louer ce qu'on appelle des GPU, c'est des cartes graphiques. Il en faut à peu près 8 pour le plus gros modèle de Mistral. Et le coût, c'est à peu près 15 000 € par mois. Donc là, c'est un coût à l'entrée qui est quand même un peu plus élevé. En sachant que ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous utilisez des modèles qui ne sont pas français, tant que vous passez par un hébergeur français et que vos données sont en France, normalement, il n'y a aucun souci en termes de sécurité. Vos données restent contrôlées. Donc si je résume, si vous voulez avoir les meilleures performances, je vous conseille de privilégier les hébergeurs cloud américains et vos données seront hébergées en Europe.
Et si vous souhaitez absolument avoir une architecture souveraine, vous pouvez utiliser des hébergeurs comme OVH ou Scaleway. Et si vous voulez un modèle français le plus performant, c'est le modèle de Mistral. Les modèles de Mistral. On va passer maintenant au dernier cas d'usage, qui est celui d'Odealim. Donc Odealim, c'est un cabinet de courtage en assurance pour qui on a développé un agent qui est capable de répondre aux emails des clients. Donc concrètement, il est capable d'effectuer des tâches en autonomie, c'est-à-dire qu'il est connecté au système d'information d'Odealim, il peut lire un contrat, générer une attestation d'assurance, la mettre en pièce jointe. Ensuite, on a un opérateur humain qui va relire l'email et ensuite il est envoyé. Donc il y a toujours une validation de l'utilisateur. Et ici, l'intérêt, c'est qu'on a un système très autonome qui augmente la réactivité et qui libère du temps administratif pour des tâches avec plus de valeur. Maintenant qu'on a vu un grand nombre de cas d'usage, je vais vous donner quelques conseils génériques pour bien mener à bien des projets d'IA. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, qui est assez standard, c'est de récolter vos besoins, donc d'analyser vos données, de faire des interviews utilisateurs et de lister un certain nombre de chantiers. Si vous êtes familier avec ce que peut faire l'IA, vous aurez aussi davantage d'idées. Une fois que vous avez vos chantiers, il va falloir évaluer le retour sur investissement de chacun. Donc pour estimer le coût, il faut faire appel à des experts techniques, donc que ce soit en interne si vous pouvez, ou sinon en faisant appel à un prestataire. Et pour calculer le retour sur investissement, vous pouvez avoir en tête tous les facteurs que j'ai évoqués plus tôt dans la présentation. Et je vous recommande de commencer sur un chantier de taille raisonnable. Par exemple, si vous voulez automatiser un certain nombre de tâches, commencez par une tâche, ça sera plus simple. Une fois que vous avez fait ça, il va y avoir certains blocages à lever. Donc bien sûr la souveraineté. Donc là, je vous ai donné des clés pour faire un choix et c'est important de faire ce choix en début de projet pour que les experts techniques puissent savoir quel modèle ils vont pouvoir utiliser et quelle performance on peut espérer atteindre. Ensuite, il y a le sujet de la sécurité. Donc ici, les modèles, ils peuvent faire énormément de choses en autonomie, donc il faut faire attention, il ne faut pas qu'un agent IA écoute les instructions d'un stagiaire par exemple, donc il faut avoir une gestion des droits par exemple. Et aussi, il faut mettre des garde-fous, donc s'assurer par exemple qu'il y a une limite de dépenses, puisque les API c'est à la demande, et aussi limiter le nombre d'actions par heure, parce que s'il y a une erreur et qu'il y a 10 000 actions qui sont générées, ça peut vraiment avoir un impact négatif pour votre organisation. Le troisième sujet, c'est la réglementation. Ces modèles d'IA, ils sont puissants quand ils ont accès à beaucoup de données, et donc il faut s'assurer de respecter la RGPD. Et enfin, le dernier point, c'est la faisabilité technique. Ce qui est intéressant avec ces modèles, c'est qu'on peut les tester très facilement en début de projet pour s'assurer qu'ils vont délivrer les performances qu'on attend d'eux en production. Une fois que vous avez levé ces blocages sur votre projet d'IA, ce qui va être intéressant de faire, c'est de revoir vos processus métiers qui vont évoluer puisqu'on va intégrer de l'IA dedans. Donc, par exemple, dans le cas de showroom privé, il y avait des rédacteurs de fiches produits et des validateurs, et on est passé à un process où il n'y a plus de rédacteurs, il n'y a que des validateurs qui peuvent éditer la description des fiches si nécessaire. C'est important de documenter les processus métiers parce que l'IA, elle a besoin de les connaître, et en général dans les organisations, l'information, elle est dans la mémoire de plusieurs personnes. Donc voilà, c'est important de mettre à plat tout cela par écrit et que ça soit validé en interne. C'est aussi important d'avoir en tête qu'il y a une collaboration entre humain et IA dans les systèmes qu'on développe. Donc à chaque fois, il y a ou bien une validation. Il faut aussi que l'humain puisse toujours reprendre la main de façon manuelle si l'IA ne fonctionne plus ou si on a un problème. Et enfin, le dernier point, c'est c'est d'avoir une boucle de rétroaction inférieure à 24 heures. Donc là, on est sur des systèmes qui sont quand même nouveaux, où il y a parfois un peu d'incertitude. Et donc, je vous conseille de mettre en production très rapidement une première version sur, par exemple, une tâche et de récolter des retours de vos utilisateurs et d'améliorer le système de façon continue. L'intérêt, c'est que vous générez du ROI très rapidement. Vous faites un outil qui est mieux adapté aux utilisateurs. Ils ont parfois des réactions un petit peu surprenantes en collaborant avec une IA parce que c'est tout nouveau. Donc, c'est vraiment une recommandation que j'ai à faire. Voilà, on se rapproche de la fin de la présentation. Donc, un petit point que je voulais préciser aussi, sur le sujet de la souveraineté, c'est qu'il est très facile de brancher et débrancher un modèle d'IA. Donc même si vous partez sur un modèle américain et qu'à un moment, par exemple, vous n'avez plus accès à ces modèles pour des raisons géopolitiques, vous pourrez facilement rebrancher un autre modèle, par exemple un modèle européen. Vous aurez peut-être des performances un peu moins bonnes, mais vous pourrez poursuivre votre activité. Donc la dépendance est quand même à relativiser. Si, pour terminer cette conférence,
Je pense vraiment qu'en 2026, on a accès à des modèles qui ont des capacités exceptionnelles, que ça soit en termes de génération de contenu textuel, d'images, de vidéos, d'analyse. C'est des modèles qui sont accessibles de façon illimitée pour des coûts qui sont extrêmement faibles, à partir de 1 centime, je le disais, pour un appel API. Et je suis convaincu que ça va être des leviers d'efficacité et de croissance très importants pour les organisations dans les mois et années à venir. Donc si je pouvais vous donner un conseil et que vous ne savez pas trop comment commencer, ça serait d'identifier un premier cas d'usage assez simple et de vous lancer sur un POC. C'est en travaillant de cette façon que vous allez apprendre à mieux aussi exploiter l'IA et pouvoir par la suite en tirer des bénéfices plus importants. Merci à tous.